Voilà, retour donc sur le plateau d'opinion 237. Est-ce qu'il va falloir convoquer également les états généraux du leadership politique au Cameroun, si on s'en tient à la dernière sortie des évêques du Cameroun, et au portrait dressé par les UPCistes, entre guillemets, lors de la célébration le 10 avril dernier des 77 ans de l'Union des populations du Cameroun, il semble indiquer que, contrairement à ce qu'on a connu par le passé, les Oumniobé et les autres, ce qu'on a aujourd'hui ne ressemble pas à des véritables leaders politiques. C'est de façon simple ce qui ressort de leur perception de la situation politique aujourd'hui, Blaireau Niemek. Alors, Jean-Jacques Zeu, j'ai fait un développement souvent pour dire que lorsque Biya a été surpris par l'élection de 92, il s'est organisé à se fabriquer des opposants de convenance. Il a annihilé la conscience politique au Cameroun. Il s'est fabriqué dans ses opposants qui sont à l'image du Cameroun aujourd'hui. Il y a des Oumniobé dans notre société qui ont été poussés, qui ont été ostracisés. Ils existent, mais il y a de moins en moins de politiciens sérieux, parce que ce sont les politiciens de convenance. Le portrait dressé, le portrait robot dressé à la fois par les évêques, d'une part, mais aussi par des branches dites de l'UPC, des choses comme ça, garde quand même quelque chose de constant. Tous les Camerounais sont conscients qu'il leur faut des leaders d'une certaine intégrité. C'est le problème qui se pose. Ils existent, que ce soit dans le RDPC ou en dehors. Mais nous les voulons aujourd'hui en dehors du RDPC. Parce que s'ils sont générés... On peut pas être intègre étant dans le RDPC? Non, on peut être intègre étant dans le RDPC. Mais comme on a eu de mauvaises acquaintances, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'on a beaucoup fréquenté les milieux comme ceux-là, au moment de vous positionner comme un homme politique, il y a votre entourage. Je vais vous surprendre. Personnellement, je pense que M. Biya est un homme intègre. C'est ce que je pense de lui. Mais est-ce qu'il est un leader politique? Bien sûr que c'est... Mais je pense que l'entourage de M. Biya, qui est foncièrement constitué d'hommes véreux, a eu le dessus sur M. Biya et l'a conduit dans un certain sens. C'est pour cela que je ne souhaite pas qu'un homme, même intègre, issu du RDPC, puisse prendre la direction du Cameroun. C'est qu'il sera évidemment encore embarqué dans un sens. Donc, le portrait robot, je retiens davantage celui des évêques. Si on enlève le fait qu'on reproche aux évêques eux-mêmes de ne pas bien s'organiser, on n'a pas grand-chose à reprocher au portrait. C'est-à-dire, on retire ce qu'ils ont produit, on parle du portrait. Ces Camerounais-là existent, mais ils ne sont pas visibles. Parce que le RDPC, Paul Biya, se sont assurés de les pousser dans leur dernier retranchement. Vous verrez des personnages comme monsieur le professeur Ouonangini. Oui, si vous le connaissez dans la vie privée, c'est un homme intègre. Mais vous voyez ce que le RDPC peut faire de quelqu'un. Le RDPC l'a le RDPC l'a atomisé. Le RDPC l'a traumatisé. Oui, on vous pousse à devenir carrément une loque. Oui, c'est ça le RDPC. Je ne connais pas le détail, mais vous voyez l'intelligence de quelqu'un comme Bongono. Mais je ne souhaite pas qu'il soit candidat parce qu'il a trop d'amis qui ont été mélangés à ces choses-là de corruption. Lorsqu'il sera arrivé, il faudra bien qu'il se réconcilie. La première peur qu'on a créée, vous savez, entre 75 et 84, Biya a géré ce pays. Mais en 84, on a créé le coup d'État. Et après le coup d'État, on a un autre Biya. Parce que la seule préoccupation de Paul Biya était désormais d'être en sécurité. Et c'est ces gens du régime, depuis l'UNC jusqu'au RDPC, qui ont provoqué cette psychose en Paul Biya. Les années qui ont suivi étaient des années qu'il a consacrées à, un, se maintenir au pouvoir, deux, s'assurer qu'il soit en sécurité. Du coup, ils avaient donc le champ libre pour faire tout ce qu'ils ont fait du Cameroun. Alors, donc on a les opposants de convenance fabriqués par le régime et que ceux qui peuvent répondre au portrait des évêques ou des UPCistes, entre guillemets, sont malheureusement cachés, professeur. Je sais pas. Je ne sais pas s'ils sont cachés. Bon, de toute façon, pour répondre à M. Niemek,
En aucune manière, je ne puis être une loque, qu'il soit rassuré. Je n'ai pas dit que vous êtes une loque. J'ai dit que le NDP se transforme les gens en loque. Oui, donc, pour vous rassurer, donc, je suis pas... Je sais ce qu'il y a comme fond chez vous. Je ne suis pas une loque. Bon, vous dit qu'il y a celui-ci. Il y a le fond que nous connaissons. Cela étant dit, oui, il est intéressant qu'il y ait un débat public sur l'idéal de leadership qu'il faut avoir, mais ce débat ne peut pas être réduit au leadership des politiques, c'est-à-dire des hommes politiques. Le débat sur le leadership doit être un débat général. Il doit aussi concerner les leaders moraux, parce que vous ne pouvez pas militer pour quelque chose que vous n'appliquez pas vous-même nécessairement. Ça veut dire que les mêmes conditions, bien sûr, les mêmes conditions que vous avez fixées pour les leaders politiques, d'intégrité, tolérance, tempérance, compétence, patriotisme et tout ça, oui, ça ne s'applique pas qu'aux leaders, ça s'applique à tous les leaders. Les ça n'enlève rien à leur portrait. Non, je n'ai pas dit que ça... Ne diluez donc pas le portrait. Non, laissez-moi avancer. Oui, je n'ai pas dit que ça... Oui, surveiller, moi je n'ai pas de problème avec la surveillance. Je dis donc que ça ne s'applique pas qu'aux leaders politiques. Ça s'applique à tous les leaders. Parce que tous les leaderships sont précisément susceptibles de se transformer en leadership politique. Que ce soit les leaders moraux, et on voit bien que chez certains de ces leaders moraux et spirituels, il y a une tentation de faire de la politique, mais souvent de faire de la politique de manière masquée. Ça s'applique aux leaders économiques. On peut arriver à des trajectoires politiques en partant, par exemple, de l'économie. Ça s'applique aux leaders civils, ceux qui sont dans la société civile, qui font de la mobilisation citoyenne, qui à un moment donné peuvent aussi s'intéresser à la politique. Absolument. Bien. Une fois donc on a posé ces conditions, il y a la question de la crédibilité. Est-ce que ceux qui posent les conditions, eux-mêmes respectent ces conditions? Non, c'est diluer le discours. Je ne dilue rien du tout. Est-ce que les conditions sont objectives? Non, les conditions ne sont pas objectives de manière absolue. Là, vous ne regardez pas la lune, vous regardez le doigt qui pointe la lune. Non, vous laissez-moi parler. Maintenant, vous voulez faire votre émission à deux. On va faire notre émission. Il va m'empêcher de parler. Il va toujours me censurer. Je dis, la crédibilité est fondamentale. Vous ne pouvez pas revendiquer pour les autres ce que vous ne faites pas nécessairement vous-même. Parce que ça crée un sérieux problème de crédibilité. Or, pour avoir des conditions optimales de matérialisation de cette figure, de ce modèle du leadership, il faut être crédible. Et dont les évêques ne sont pas. Deuxième élément de limitation, qui est un élément d'ordre polémique. En produisant ce modèle, on voit qu'il y a une option partisane vraiment dans le sens controversé du terme. Ça veut dire que du champ de ces leaders, on a déjà exclu Paul Biya. Qu'est-ce qui est exclu Paul Biya? Non, attendez, on l'a déjà exclu. C'est-à-dire, laissez. Oui, dites-nous. Sur les 10 conditions. Oui, non, les 10 conditions qui sont posées, sont posées en estimant, parce que c'est ce qui est de manière implicite et inhérente, que le leader qui est là ne les respecte pas. Et c'est pour ça, parce que c'est ce qui est inhérent au discours. Mais vous pensez qu'il est respecté? Ouais, vraiment. Mais laissez-moi parler. Il faudrait donc qu'il y ait un autre leader. Et à partir de ce moment-là, les choses sont donc biaisées. Je pourrais aller plus loin, mais je m'arrête. On a compris. Djokam Tchameni, quand vous analysez la situation du leadership politique au Cameroun, vous avez écouté Blaireau Niamek tout à l'heure parler de ces leaders fabriqués, entre guillemets, les leaders par convenance. On vous a fait venir parce que votre nom est connu dans les milieux de la revendication, depuis le Parlement universitaire et autres. Et ceux qui réagissent à cette question disent que ceux qui sont dans le débat politique aujourd'hui n'ont pas la construction que devraient avoir les leaders, les gens qu'on aurait vus dans les mouvements estudiantins, dans les syndicats et autres. On a les leaders, entre guillemets, de la 25e heure. Ils arrivent quand il y a une opportunité. Ouais, je pense que pour comprendre le déficit de leadership au Cameroun, il faut aller dans l'histoire du Cameroun elle-même. Au moment de la création même
du Cameroun. Parce que le Cameroun a eu le bonheur d'avoir très tôt des mouvements revendicatifs, depuis l'époque des Allemands, et par la suite contre les Français et les Anglais. Et par contre-coup, ces puissances coloniales ont mis au niveau du Cameroun des mécanismes pour trier et éliminer des leaders de bonne qualité et mettre en avant des leaders qui leur étaient un peu plus favorables. Et il y a eu donc cette chasse aux leaders qui étaient pour, je peux dire, la libération du Cameroun. C'est-à-dire que vous commencez en 1914, quand on tue les Rouben, les Douala Mangabel, les Ngosso, etc., etc., tout le monde, c'est-à-dire qu'on en tue plein. Et ensuite, ça se poursuit dans les années 60, déjà 58 avec l'assassinat de Rouben Ouniobé, et 60 avec Moumié, et sans parler de Hossein Afana et de celui que mon ami Elimi appelle Bandi, qui est mon oncle et qui a été tué en 1971. D'accord. Cela crée un contexte où si vous voulez lutter pour un idéal, cela devient pratiquement un péché. Et je me souviens dans les années 72, 73, quand je suis touché par le mouvement UPCiste, j'étais tout petit, et qu'on nous demandait d'aller distribuer des tracts. Ouais, donc la lutte clandestine, c'est-à-dire que le système totalitaire qui a été mis en place par la France et ensuite renforcé par Ahidjo et continué par Biya, a amené les leaders d'une certaine qualité à entrer dans la clandestinité. Voilà. Et ça, je vous donne mon histoire personnelle. C'est-à-dire que je milite dans la clandestinité jusqu'en 1988, quand je suis arrêté, enfermé à la sécurité militaire. De 1988, je reste à la sécurité militaire pratiquement 1 an. Ils ont fini de m'exploiter, comme on dit, et ils m'envoient chez Fauchivé. Et je suis à la BMM de 89 à 90, quand finalement ils se décident de m'envoyer au tribunal militaire, où je suis condamné à 3 ans pour subversion, et libéré peut-être 6 mois après, pas par une grâce présidentielle, c'est-à-dire réduction de peine. Et on sort en 90, en août 90, avec Ekane et Yondo Black, le même jour. Donc c'est pour dire qu'il y a eu, ici au Cameroun, pendant longtemps, une lutte systématique contre un leadership de qualité idéologique. Et un désir constant de favoriser, avec Odjoula et tout ça, des leaders. Et il faut que je précise avant de continuer ici que je ne suis pas en train de juger de la qualité des hommes eux-mêmes, mais d'un système qui favorise un certain type d'hommes. On vous comprend. Si l'être humain réagit à son milieu, si vous avez un milieu qui favorise en vous l'opportunisme, qui favorise en vous le larbinisme, qui vous incite à entrer dans les ordres pour avoir des faveurs, des choses de ce genre, alors c'est ce que vous devenez. Et c'est ce qui a fait qu'au Cameroun aujourd'hui, la résilience. Au Cameroun aujourd'hui, vous avez beaucoup de leaders qui sont de qualité relativement faible. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas rester sur des principes, accepter de souffrir pour quelque chose et même accepter de mourir pour quelque chose. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que vous avez observé, vous avez cru que c'était le retour au multipartisme. Ce n'est pas ça qui s'est passé en fait en 90. En 90, ce qui s'est passé, c'était la dislocation du parti unifié de 66. C'est-à-dire qu'en 1966, l'UNC rassemble le parti de Foncha, KNDP. il rassemble l'UPC de Maïmatip,
il a l'UC, naturellement, qui est dominé par... qui domine, n'est-ce pas? Et il y a les partis du centre, du sud, hein, qui existent, etc. Et il y a les partis de l'ouest, etc. Bon, bref, on réunit toute cette oligarchie ethnique dans un parti unifié qui va s'éclater en 1990. C'est-à-dire le KNDP devient SDF, l'UPC de Mahi Matip, c'est l'UPC de Kodok, l'UC, c'est l'UNDP, etc. Donc, c'est les mêmes gens qui s'éclatent, confisquent le jeu démocratique et éliminent encore une fois les leaders de qualité. Si vous êtes un vrai leader, on ne vous donne même pas la possibilité de fonctionner dans le cadre du système là. Et c'est en ça que l'héros a absolument raison de dire que le système se choisit lui-même ses opposants et élimine les autres. Donc, ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est en réalité que le fruit d'un système totalitaire qui a été mis en place par la France en 1957 et qui a été excellemment continué par Ahidjo et par M. Biya. Donc, maintenant, je voudrais dire un mot sur l'Église. L'Église catholique, en particulier, est une institution qui, au Cameroun, a joué un rôle relativement trouble. C'est-à-dire qu'au moment où le pays voulait se libérer, l'Église était du mauvais côté de l'histoire. En 1990, elle sort, elle fait quelques revendications. Quand elle commence à elle-même entrer en difficulté avec le régime, qui commence à assassiner certains de ses membres, c'est là qu'elle se réveille subitement et fait quelques annonces, mais reste fondamentalement divisée. Bon, aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion que peut-être le régime ou le leader actuel ne leur sert plus exactement. Je les comprends. Je suis content qu'ils aient pris ces positions-là parce qu'on a besoin dans une société qui se délite que des leaders moraux, ils prennent le devant. Mais je suis d'accord avec le prof. C'est le leader moraux qui met entre guillemets. Et je suis d'accord avec le prof qu'ils doivent faire un peu mieux pour être un peu plus crédible. D'accord. Elie Bilobé, sur la question du leadership politique, quand on écoute les interventions des uns et des autres, on a l'impression justement que le pouvoir, le régime colonial et néocolonial, ces régimes-là ont réussi à fabriquer ce type, entre guillemets, de leader qu'on a aujourd'hui. Oui, ça c'est une constante de la vie, de la marche du monde. Le monde marche comme cela. Ceux qui ont le pouvoir à un moment donné n'acceptent pas de le perdre. Donc même s'ils doivent se contraindre à obéir à certains principes qui risquent de leur faire perdre le pouvoir qu'ils ont, ils s'arrangent à adopter ces principes-là. Le monde marche comme ça. C'est une bataille permanente entre le bien et le mal. Avant de continuer, je voudrais vous dire que ce monsieur qui est assis ici, lequel? Honorable Bengono? Je l'ai vu dans une situation où tous les receveurs obéissaient à quelque chose qui est complètement informel, anormal, sauf lui, qui a dit que je ne fais pas comme tu dis là. Ce n'est pas ce que les règles prévoient. Qui a dit ça à qui? À Foning. J'ai été conseiller municipal. Et pourquoi vous disiez tout à l'heure qu'il perturbait et dérangeait? C'est ça la perturbation. Dans le bon sens. Il perturbait le système. Le système, c'est que le maire te dit apporte-moi 3 millions. Et tu apportes. Parce que tu ne veux pas perdre ta place. Lui, il a accepté de perdre la sienne. Il n'est pas malheureux là où il est. Les autres doivent imiter ce type d'exemple. Oui, que pour l'émergence de ce que vous appelez le leadership. Oui. La défense des principes. Leur promotion comme des valeurs absolues sur lesquelles on ne négocie pas. Personne ne peut venir faire un contrôle à Douala 5 sur les vieilles archives qui peut-être n'existent même plus. Et trouver que Bengona a pris l'argent et il est parti donner à Foni. Mais si vous le faites pour les autres receveurs, vous verrez ce qui s'est passé. Donc,
notre pays a des gens qui sont des gens attachés à des principes, qui ne valent pas. Ce que Ndjekam explique avec un doigté infini, que Béraud a évoqué, renvoie à la personnalité même des gens. Oui. Pas à ce qu'on a voulu faire d'eux. Si vous voyez un homme qui est ce leader de convenance-là, c'est parce qu'il porte en lui les germes d'un faible attachement au principe. Si vous avez quelqu'un qui se bat en 90 pour l'avènement d'un nouvel ordre politique, puis il rentre dans le système qui refuse l'avènement d'un nouvel ordre politique, ce n'est pas le système qui l'a amené. C'est que lui-même était en réalité quelqu'un qui est prédisposé à ce mouvement-là, cette valse. Parce que pendant que lui, il entre, c'est le cas des gens comme les Camtors. Ils sont nombreux. Il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont dit que si vous ne prononcez pas Camto à chaque prise de parole, voilà, déjà j'ai perdu le pari. Non, je vais leur dire de t'envoyer l'argent. Non, j'ai perdu le pari. C'est parce que j'ai perdu le pari. Je t'explique. D'accord, allez-y. Je suis justement dans le camp qui démontre que le système ne mange personne. C'est les gens qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. Et c'est eux qui se font manger par le système. Parce que pendant qu'ils le font, vous avez d'autres qui gardent leur intégrité, qui refusent. Mais ils sont où? Toi, vous pouvez croire que le système, s'il n'a pas voulu coopter Ndjekam d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le croire. Il est là, hein, il peut répondre. Il a refusé. Il a montré qu'il peut vivre de ses propres forces, qu'il n'a pas besoin de corruption morale, politique, pour avoir de l'argent, pour s'acheter une voiture, pour faire des affaires. Il est d'ailleurs parti le faire dans d'autres pays. C'est ça les instruments du leadership. La capacité à exister en dehors du système qui veut absolument vous rendre confort. J'ai commencé par lui parce qu'il est dans le système. Et dans ce système, je le considère comme quelqu'un qui incarne une certaine orthodoxie, qui revendique ça. Mais vous pouvez le bousiller, hein, vous savez. Pour le moment, il résiste encore. Plus il de lui comme ça. Oui, si je le bousille, c'est qu'il avait les germes. Non, pas lui. C'est-à-dire le système va le... Oui, le système n'est pas intrigué. Il a trahi qui? Il a simplement dit que le système a dit de ne pas voler. Donc je ne t'aide pas à voler. Point barre. C'est ça. Le système a aussi besoin de gens comme lui. Tout à fait. Et ils se font rares par eux-mêmes. Parce qu'ils ont besoin de voitures, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, de nomination. C'est ça les antivaleurs. Mais regardez le niveau de pénétration de la société par ces antivaleurs et pas par ce que le système les a promus. Vous prenez un homme qui viole un enfant, qui est condamné, mais c'est notre artiste préféré. Vous voyez ça? Un violeur, Logué est un violeur. Il va réagir, hein? Il n'a qu'à réagir. Je veux qu'il réagisse. Il ne faut seulement pas tarder. Oui. Logué, c'est quelqu'un qui a violé un enfant en France, poursuivi par les tribunaux français et condamné comme tel. Mais c'est notre artiste préféré. C'est le système qui nous dit d'en faire un artiste préféré. C'est notre délitement moral qui fait que tu peux être un grand bandit et les gens disent que tu es un héros. Il peut se repentir aussi à long terme. Oui, mais pour le moment, on n'en est pas à la repentir. J'attends même ça. J'attends qu'il demande au peuple. La Bible ne demande pas de juger. Hein, non, la Bible dit quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Et marcher droit vers l'intelligence. C'est ça qu'elle dit. Quitter les malfaiteurs. C'est-à-dire que le système ne vient donc pas avec... donc, le système ne vient pas... Non, il peut. Il est venu souvent avec des pistolets. D'accord. Sauf que Douala Mangabel, Martin Samba, Charles Tangana, c'est qui? C'est des gens qui avaient le pistolet sur la tempe et qui ont dit non. Exactement comme Galilée. On le condamne et dit, et pourtant elle tourne. C'est la terre qui tourne. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes mauvais. Douala Manga dit,
vous allez me pendre, mais vous êtes des occupants. Elimilo, vous faites une très belle description. Charles Tandana dit la même chose. Il ne transige pas sur les intérêts fondamentaux qu'il défend. Vous vous classez où vous-même? Moi, moi, je suis dans le camp de ceux qui ne veulent rien du système. Je veux seulement sa disparition. Il est mauvais. Je n'ai jamais dit au système qu'il est bon. Il y en a qui ont dit qu'il était bon. Vous êtes constant? Oui, et les évêques évoquent ça. C'est pour ça que je rejoins. D'ailleurs, on a déjà fait ce débat. On le reprend parce que les deux s'il n'était pas. on le reprend en partie. Oui, même j'ai dit la première fois que les principes ne sont pas applicables parce que celui qui les énonce applique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les principes sont des principes. Ils sont énoncés. Je dis, quand nous apprenons la philosophie, ce que Descartes dit, ce que Auguste Comte dit, etc. Mais si tu me prêtes une minute. Les généreux. Non, oui, je sais ce qu'il veut dire. En logique, effectivement, il faut éviter l'analyse ad hominem. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas Rousseau. Vous aimez les textes de Rousseau. Mais si on rentre dans la vie privée de Rousseau, moi je prends ce cas, c'était un mauvais garçon. C'est parce que Rousseau avait raté l'éducation de son propre enfant qu'il a écrit. Vous voulez dire que le professeur n'a pas raison? Non, le professeur sait qu'il n'a pas raison. Je sais que j'ai raison. Non, à un niveau. On va arriver au niveau où il peut pas raison. Vous ne pouvez pas promettre des valeurs que vous-même appliquez pas. Est-ce que ces valeurs, on va les retenir? Est-ce que les valeurs sont bonnes? Est-ce que ces valeurs sont bonnes? Le principe est quelque chose d'absolu. Voilà. Même si toi qui l'énonces, tu le violes, ça te disqualifie pour le promouvoir. C'est ce que je dis. C'est le principe. Mais le principe, je dis, à partir du moment où on veut donc promouvoir un ordre moral, la Bible nous dit que le pasteur soit exemplaire. Timothée. Voilà. Ouais. On dit d'ailleurs, si tu ne peux pas conduire ta propre maison, comment tu pourras conduire? Mais c'est ça la crédibilité. Donc, on arrive à une phase où ce qu'il dit devient pertinent. Sauf que l'Église n'a pas dit qu'elle veut un candidat à l'élection. Le jour où l'Église dira qu'elle a un candidat, on lui rappellera. On va donc lui demander d'avoir un candidat qui est propre. Venir définir, faire un portrait. Par contre, peut signifier. On a peur que son candidat ne remplisse pas les critères Mais pour le moment, j'ai dit cela la dernière fois et je répète encore cela aujourd'hui. Merci à l'Église qui est chargé de conduire les hommes, qui est un corps de guidage. Ça sert à guider, comme toutes les autres élites. Les élites intellectuelles, professionnelles, comme les Bengono, vous devez participer à l'effort de guidage. Pas parce que vous n'allez pas commettre des fautes, mais parce que vous connaissez les principes. Plus nos élites s'exprimeront, mieux le choix de nos populations qui demandent. Je ne parle pas d'une seule rencontre avec les gens dans les endroits où on boit, on mange, sans que les gens me demandent, oui, mais on vote qui? Les gens ont besoin qu'on leur dise qui doivent voter. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'arrivent pas à définir. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire, et Souma Begolwa réagit là-dessus, que l'Église a dit aux gens qui il faut voter. Non. Elle a surtout dit qu'il ne faut pas voter. L'Église nous dit quels sont les hommes, le type d'hommes qui doivent arriver à la responsabilité de conduire la société. Mais n'oubliez pas la question de fond, celle d'avoir un leadership politique qui réponde aux descriptions qui ont été faites par l'UPC, notamment à l'occasion de cet anniversaire-là, qui vous rappelait que le bon leader était celui-là qui était constant dans ses convictions, sa vision, et qui était capable de rester affamé ou de sacrifier même sa vie pour le pays, pour la nation qu'il défendait. Non, c'est bon pour l'UPC qui a perdu l'essentiel de
sa direction politique dans les circonstances qui permettent justement de... Là, vous voulez réagir comme le voisin. De sacraliser... Donc vous limitez à l'UPC sans... C'est elle qui a parlé. C'est elle qui a parlé. C'est-à-dire que tous les leaders de l'UPC ont été sacrifiés de telle sorte qu'on puisse dire que le sacrifice à cette échelle-là fait de vous un leader. Donc c'est tout à fait... à son honneur. C'est tout à fait à son honneur et respectable. La deuxième chose, c'est que je suis heureux que Elimbi parle de principe. Oui. Et l'un des principes dans un pays comme le nôtre, c'est que chacun reste un peu à sa place. Je vous ai apporté ici l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et la République du Cameroun sur le statut juridique de l'Église catholique qui est au Cameroun. L'État du Cameroun ne lui reconnaît que la personnalité morale, vous allez lire. Et vous voyez très bien que les principes veulent que les institutions, c'est l'accord cadre qui établit ces principes, les institutions de droit canonique ne s'immiscent pas dans les affaires qui ne sont pas indiquées dans l'accord cadre que vous avez entre les mains, là, qui a été signé le 13 janvier 2014. C'est-à-dire que c'est depuis cet accord que l'Église catholique au Cameroun a une organisation et un fonctionnement adossé sur une convention qui produit des effets d'un traité, c'est-à-dire entre les deux États. Et la Constitution du Cameroun est le premier texte qui est visé dans cet accord. C'est-à-dire que l'Église accepte que cet accord cadre soit signé sous le régime et sous l'égide de la loi camerounaise, la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Et que dit la Constitution? La Constitution, en son article 2, dit que la souveraineté appartient au peuple. Donc aucune fraction de la population ne peut l'exercer. L'article 3 dit que les partis et formations politiques concourent à la formation des suffrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle primordial des partis politiques est consacré dans la Constitution du Cameroun. Et l'article 6 continue en disant que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que l'édit des évêques, l'édit étant un écrit public, et cet article va à l'encontre de cet accord cadre qui précise que les écrits, la promotion de la foi, s'applique uniquement aux membres de cette foi, puisque l'accord reconnaît la diversité religieuse. C'est-à-dire qu'un écrit produit par la conférence épiscopale nationale des catholiques ne peut pas s'appliquer à quelqu'un qui n'est pas catholique, de foi catholique. Et il ne peut porter que sur les aspects portant sur la promotion de la foi catholique. Vous voyez donc l'immixtion de cet édit dans la structuration du candidat à l'élection présidentielle, alors que le code électoral a déjà dit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Le même article 2 de la Constitution dit même que le vote est secret et égal, et que dès que vous avez 20 ans, vous pouvez voter. C'est ce que dit la Constitution au Cameroun. Donc, les évêques, le texte est resté incomplet pour deux raisons. La première raison, c'est que même parmi eux, les évêques n'ont pas pu trouver un candidat qui réponde aux 10 critères. Ils ambitionnaient de le faire? Non, laissez-moi développer, hein, vous allez faire les commentaires après. Parce qu'ils sortent justement du champ qui relève de la personnalité morale et des valeurs morales. D'ailleurs, je ne reviens pas sur le moralisme désuet, puisque la communauté catholique, qui au Cameroun est dans une crise morale telle qu'on ne peut même pas imaginer qu'un catholique sérieux, au moment d'aller voter, regardez ce qui a été dit dans les dits de la conférence épiscopale. Vous êtes catholique? Moi, je suis catholique pratiquant. Mais quand je vous mettez en index des évêques de cette façon-là? Non, vous voyez, quand je parle, vous dites que j'indexe les gens. Alors non, que vous la mettez en index. Non, je ne les mets pas l'index. Je mets l'instance. Et vous allez voir que dans le statut, si vous entrez dans le statut de la conférence épiscopale nationale, comme institution, la conférence ne peut diffuser que sur la foi catholique. Je ne sais pas si on se comprend. Que sur la foi catholique. Et le texte est incomplet, pourquoi? Parce que le moment venu, donc, cette immixtion va interpeller que l'Église
qui est laissé les gens sur la soif de découvrir le nom de ce qui pour eux, celui qui pour eux remplit ces conditions, quel est son nom, qui est-il? Puisqu'il n'y a pas de nom, ils seront obligés de revenir quelques mois ou quelques jours avant l'élection présidentielle pour nous dire, voilà à nos yeux, celui qui pourrait correspondre à ce que nous souhaiterions. Et vous voyez que ça va. Je suis surpris que les hommes politiques soutiennent cette démarche, qui les disqualifie en disant mais parce que l'Église a longtemps, dans cette sortie-là, expliqué pourquoi elle intervient. Non, attendez que je vous explique un peu, je vous explique, Jean-Jean. L'Église n'a rien à expliquer. Vous connaissez un seul pays, je vous prenons par exemple l'exemple de la France, hein, et qui est la première fille de l'Église, nous dit-on, et qui est, toutes choses restant égales par ailleurs, le modèle duquel on s'inspire assez souvent. Vous connaissez une seule déclaration de la conférence épiscopale nationale de France sur l'élection présidentielle? Ça n'existe pas. Ça dit que c'est la survivance de ce préjugé, de ce prétexte civilisateur, hérité de la colonisation, que oui, la mission civilisatrice. Donc nous avons une mission universelle. Nous voulons ceci, nous voulons cela, nous pensons que... Donc, mais quand ils disent, sur le point 7 de leur sortie, comme pasteur, nous ne saurions ignorer la connexion intime entre l'évangélisation, la promotion humaine et l'inévitable dimension sociale de l'annonce de l'évangile, puisque dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l'individu, mais aussi les relations sociales entre les hommes. L'évangile nous oriente donc à accomplir une double tâche pastorale, aider les hommes à découvrir la vérité et à choisir la voie à suivre. C'est pour ça que je parlais de moralisme désuet. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons été incapables de structurer le citoyen, l'homme qu'on demande, n'est-ce pas? Mais on demande que le peuple camerounais le cherche et le découvre lorsque l'ECAM ou le Conseil constitutionnel va publier les listes de candidats, en sachant que très bien, nous n'avons pas fait le travail substrat, puisque la Convention donne la possibilité de faire donc justement ce travail dans les écoles, à travers la promotion de la foi et ainsi de suite. C'est pour dire que cette intrusion disqualifie tous les acteurs politiques. Parce qu'on sait que, humainement parlant, aucun homme sur Terre ne peut remplir les 10 conditions qui ont été énumérées. Même parmi les évêques, si certains avaient envie de devenir candidats. C'est pour cela que la loi réserve donc la définition du profil de la candidature à la loi. C'est-à-dire que quand vous lisez la Constitution, elle est structurée de telle sorte que on ne peut pas imaginer qu'une autre autorité définisse les conditions. C'est même une émission. Si vous voulez parler... si vous voulez parler comme le code pénal, je disais, un empiètement. C'est-à-dire que l'Église s'auto-proclame législateur en venant définir dans un domaine qui n'est pas de sa compétence les conditions pour être... Non, attendez. Vous voyez? On a longtemps suivi. Pas longtemps. Vous avez déjà compris la mission. Je suis en train de dire on vous suit attentivement. Et je dis donc que sur le point de l'accomplissement de ces missions telles qu'elles sont définies dans l'accord cadre, il n'y a aucun conflit d'intérêt entre l'État du Cameroun et l'Église catholique qui est au Cameroun. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Rien ne peut les opposer. Ils ont toujours travaillé ensemble pour la promotion de l'éducation, pour la promotion de la santé, pour la promotion de l'homme, le développement humain. Parce que c'est ça qui est le développement de l'homme dans sa totalité. Mais le développement de l'homme dans sa totalité, vous oubliez également qu'à l'intérieur, on peut retrouver le choix de ceux qui peuvent mieux assurer le développement de l'homme. Nous disons la même chose. C'est pour cela que c'est d'une prétention inouïe de considérer que... Ils sont prétentieux. Non, c'est pas ce que je dis. Non, on veut comprendre. C'est une prétention inouïe que de considérer que un édit peut remplacer la loi dans un domaine où la loi a simplifié les choses. Est-ce qu'il s'agit de remplacer la loi? Non, laisse-moi finir, vraiment. Il ne s'agit pas de finir. Il s'agit pas de... Est-ce qu'il s'agit de remplacer? Il s'agit d'ajouter à ce que la loi prévoit déjà, qui n'est pas aisé à remplir.
d'ajouter quelque chose de complet. C'est simple, la loi dit quoi? Être Camerounais, avoir 35 ans révolu, la loi s'arrête là. La loi permet même à un fou. Vous s'arrête là. Il n'y a pas plus que cela. Et c'est pour ça que la loi dit que si la Constitution veut que ce fou soit élu, et s'il est élu parce que la souveraineté appartient au peuple, et non à une fraction de la population, laissez que le fou soit élu. Non, oui, allons-y. Pour réagir à ce que l'honorable disait tout à l'heure. Je suis admiratif de la beauté du langage, des compréhensions, des circonvolutions. Non, pas là. La fidélité de l'honorable Essova Bengono à la discipline de son parti. Et j'aurais souhaité tellement que dans l'opposition, on trouvât des gens qui restent aussi constants, fidèles. Finalement, il est l'exemple partout. C'est un risque, même dans le mal. Allez-y, Jacob Chamini. Le régime, et je me souviens, dans les années 1990, et Elie doit peut-être s'en souvenir aussi, au sein de ce qu'on appelait l'opposition, ou des forces de changement, on était divisé en deux groupes. Bon, il y avait un groupe qui était assez naïf, pensait que le RDPC, ils ne sont pas forts, que Biya d'ailleurs, il est faible de caractère, we go hala, il go run. C'est-à-dire qu'il suffit seulement de crier, là, il va partir. Et il y avait ceux d'entre nous qui connaissions qu'on avait en face de nous un pouvoir coriace et que le monsieur qui s'appelait Biya était un homme extrêmement dur et que pour l'affronter, il fallait effectivement bien se préparer. Et ceux qui pensent, qui ont déjà vendu la peau du RDPC, quand je vois honorable ici parler des gens aussi coriaces, je leur dis que si vous venez avec les faiblards que je vois dans l'opposition là, il y a des faiblards dans l'opposition? Bien sûr. 95% sont des faiblards. Des gens qui n'ont aucune formation politique, qui croient qu'ils peuvent se lever le matin, aller d'ailleurs voir le RDPC pour que le RDPC leur donne un récépissé, et ils deviennent présidents de partis politiques et se voient toutes les nuits être président de la République par un raccourci extraordinaire. Maintenant, vous dites à ces faiblards là que vraiment il y a du... Il y a du répondant. Que même le monsieur qui... Vous dites qu'il est 92 ans, qu'il est vieux. Je vous dis, méfiez-vous de lui. Il est cynique. Il n'a aucun amour pour ce pays. Il veut rester au pouvoir et seul son cadavre va le quitter si vous ne faites rien. La chose qu'il y a, c'est que l'Église catholique, pendant longtemps, a soutenu ce régime. Tout à fait. Et à ce moment-là, personne ne lui rappelait ses limites et ses limitations. Non seulement l'Église n'a pas été toujours tendre. Hein. Non, je sais. Tomi, Cléda, ils n'ont jamais été tendres. Ce que je dis, c'est que le pouvoir n'a pas été tendre non plus avec ces deux-là. Il y a des moments où l'Église était favorable et à ce moment-là, on ne leur rappelait pas qu'ils s'y mixaient. C'est tout ce que je dis. Je vais plus loin. Des autres confréries religieuses reçoivent constamment des faveurs du pouvoir tant que ces imams, ces pasteurs chantent les louanges et demandent à leur congrégation de voter ou d'être favorable au régime. Donc je ne voudrais pas que l'on fasse du deux poids deux mesures. Si vous permettez à l'Église de parler à ses fidèles en bien de vous, acceptez qu'ils puissent également
dire du mal de vous. Mais c'est une tradition à l'Église catholique de prier pour ceux qui sont au pouvoir. En tout cas, mais très bien. Oui. C'est tout aussi bien pour eux de pouvoir dire à un moment donné qu'ils estiment que ce pouvoir-là ne répond plus à certaines normes morales qu'elles sont tenues par leur fonction de défendre. Mais je voudrais seulement ajouter un truc rapidement en ce qui concerne ce débat sur l'Église. C'est quand on va glisser et dire que l'Église veut changer la loi, par exemple. Est-ce que c'est l'Église qui fait la loi? Je peux me lever en tant qu'autorité morale dans ma famille, au sein de ma famille. D'abord, quand l'Église parle, elle parle aux catholiques, elle ne parle pas à des gens comme moi. Sauf que dans la lettre, il est mentionné à tous les Camerounais. Dans la lettre, il est régulièrement fait référence le destinataire de la lettre, aux chrétiens, au peuple, aux chrétiens, à l'Église catholique et aux citoyens. Donc, elle parle principalement d'abord à ses membres. C'est aujourd'hui que vous ne voulez pas que l'Église s'adresse à tous les Camerounais, vous le RDPC. C'est bien écrit, au peuple de Dieu qui est au Cameroun, à tous les Camerounais. Oui. À tous les Camerounais, à tous les acteurs de la scène politique. Voilà. Mais je demande aux hommes et femmes. Elle parle d'abord au peuple de Dieu. Non, ce que je veux dire, c'est que, en tout état de cause, si vous n'êtes, c'est-à-dire que les prêtres, les prêtres de l'Église catholique, de façon générale, vont d'abord s'adresser à leurs ouailles. Mais maintenant, si vous êtes curieux... Et même c'est leurs ouailles qui les combattent ici, hein. Les deux, l'honorable et le professeur. Les évêques n'ont pas de paroisse, hein. Ce sont les évêques, c'est la conférence. Il faut faire la distinction entre les évêques. C'est la conférence épiscopale nationale, qui est une instance, une association d'évêques, où on doit harmoniser les pratiques en relation avec la promotion de la foi. Oui, c'est elle qui parle. Et la foi ne va pas bien se faire. On est en train de dire ceux qui les évêques sont des hommes politiques. Non, je dis que la conférence épiscopale doit être dans un esprit est une association d'évêques dans un pays qui a pour mission de réunir régulièrement les évêques pour harmoniser les pratiques et l'exercice de la promotion de la foi dans ce pays. Sauf que ces évêques ont toujours eu à réagir. En 2011, 2018, il y a toujours eu l'aide pastorale liée aux élections. Honnêtement, moi je crois que c'est leur faire un mauvais procès, simplement parce qu'ils ont sorti de vouloir les disqualifier. Les disqualifier complètement. Hein. Bon, ils sont des citoyens camerounais d'abord, et à ce titre-là, ils ont le droit de s'exprimer. Maintenant, qu'ils portent une casquette d'évêque ou autre chose, c'est un truc, mais vous ne pouvez pas le retirer. C'est l'église. C'est l'église. Il y a Cameroun sauf un. Il y a quand même un évêque là qui n'est pas... La preuve est que pour le moment, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va les amener au tribunal ou... On leur fera rien. D'accord. La question de fond reste celle du leadership politique dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un vide finalement? Si vous entendez ce que Njekam Tchameni a dit tout à l'heure, il a même qualifié cet opposant, ceux-là de faiblards. Mais la question de fond reste. On est à l'approche d'une élection. On a l'impression justement qu'on ne ressent pas un véritable leadership politique du côté de l'opposition. Moi, en tant qu'homme politique, je me bats depuis les dernières élections pour que au sein de l'opposition, qu'on ait une candidature qui obéit à certains critères qui ne sont pas simplement des critères d'ordre légal. Et ce n'est pas enfreindre la loi, le faire. J'attends qu'on me poursuive. Quand quelqu'un enfreint la loi, on le poursuit. D'accord. Je vais vous dire, la Constitution dit que l'organisation de l'élection est du domaine de la loi. Et voici ce que la loi dit. Conditions d'éligibilité. Article 117. Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques, avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins 12 mois consécutifs et d'une inscription sur la liste électorale. Point. Terminé. C'est fini.
la loi a laissé toutes les conditions d'éligibilité d'ordre moral à d'autres segments de la société. C'est ce qui qualifie un parti politique à dire ne votez pas tel. Parce qu'il détourne, parce qu'il fait ceci, parce qu'il a été condamné, parce qu'il tape sa femme, parce que. L'éligibilité, c'est que j'ai 35 ans. Je jouis de mes droits civiques et politiques. Terminé. Je suis fou, mais si je jouis de mes droits civiques et politiques, je suis éligible. Je vis au Cameroun. Et pourtant, il faudra bien des gens pour dire attention, ce monsieur est un fou. Donc, la responsabilité du guidage, où est-ce que nous devons aller, relève des autres élites et de tous les autres milieux élitistes, qui par essence sont des milieux qui savent et qui doivent donc dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne change pas que l'électeur est souverain. On n'a pas dit que le fait de vous dire, le fait pour un Roger Mila ou un Thomas Nkono d'avoir du remords, que les stades sont dégradés, que le sport préféré qu'il jouait ne fonctionne pas et qu'il considère que la responsabilité politique est engagée et qu'il donne sa vision pour orienter le choix de ses compatriotes. Ça n'empêche pas celui qui estime que ce qui se passe est bon de voter pour ceux qui sont là. Le procès que vous faites à l'église est un procès intentionné qui réside dans le fait que les rappels d'ordre moraux que l'église fait vous gênent. Et ça ne gêne pas qui? Ça ne gêne pas qui dans le contexte camerounais? Ça peut même gêner beaucoup de personnes. Oui. Mais nous qui souhaitons que la morale soit au cœur de l'action politique, ça ne nous gêne pas. Absolument pas. Et il n'est pas question d'être parfait. Il est question d'accepter que la morale soit un élément de guidage de la société. Quand la Bible dit, et les évêques le rappellent en exigeant la constance, quelque chose qui renvoie à ça, la stabilité de l'homme. La Bible dit que quoi? Je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez boire la coupe de Jéhovah et boire la coupe des démons. L'ambivalence. Les gens qui peuvent venir nous dire que ils ont servi Paul Biya, il était bien, maintenant Paul Biya est pire. Les évêques disent que ce genre d'individus-là, il ne faut pas aller avec eux. Parce que la Bible va dire dans Thessaloniciens, évitez les gens qui marchent de manière désordonnée. L'Église devait nous dire, suivez n'importe qui. L'Église devait nous dire, suivez les gens désordonnés qui vous disent un coup que Paul Biya est un homme d'État. Et puis un autre coup, Paul Biya n'a pas changé. Mais il vous disait maintenant que Paul Biya est un démon incarné. Ce sont les mots qui sont dans la scène politique. Zongang qui dit que Paul Biya est un démon incarné, c'est une créature de Paul Biya. Quand Paul Biya organise une messe, qui dit la messe? C'est Zongang. Je termine. Je félicite l'Église pour son exhortation à l'attachement à l'ordre moral, qui est l'ordre supérieur à l'ordre législatif. D'accord. Et je dis aux autres élites de la société camerounaise, pas seulement comme Bengono l'a si bien démontré et le recteur tout à l'heure. La politique n'appartient pas seulement aux partis politiques. Non, absolument pas. Ne croyons pas que l'élection présidentielle, c'est l'élection qui est... C'est les partis politiques concourent seulement à l'expression des suffrages. Mais d'autres organes de la société, de fait, doivent pouvoir concourir à l'expression des suffrages responsables. Merci. Il a parlé tout à l'heure de guidage. Est-ce qu'on ne pourrait pas
inscrit justement la sortie des évêques comme ce guidage-là et ne pas forcément aller chercher s'ils sont crédibles ou pas. Non, sauf que le Cameroun n'est pas une société d'ordre moral. Ça, c'est très Il grave. n'est pas non plus une société d'ordre immoral. Attendez. Allez-y, c'est Nous intéressant. nous Il doit agitons pouvoir pas. expliquer. Oui. Quand je dis que le Cameroun n'est pas une société d'ordre moral, ça signifie que le Cameroun est une société pluraliste. Et une société pluraliste est toujours marquée par des conflits de valeurs et éventuellement même des conflits de normes, parce que les gens n'ont pas les mêmes standards moraux. Nous ne sommes pas en césaropapisme. Nous ne sommes pas en théocratie. Nous sommes en république. Et la république est laïque. Le seul ordre politique. Maintenant, la laïcité n'empêche pas que les citoyens aient des convictions spirituelles et morales qui puissent les rattacher à tel ou à tel ordre confessionnel. Dans la vie pratique, il n'y a même pas de problème que des leaders moraux puissent, dans une certaine mesure, émettre des jugements sur la vie publique et sur le fonctionnement des institutions. Mais, il ne faut pas se servir de cela pour entrer dans une logique de manipulation. La manipulation, elle vient de quoi? Elle vient de ce qui a été dit de manière préalable, que Paul Biya ne doit pas se présenter. Parce que c'est une suite logique. Oui, que Paul Biya ne doit pas se présenter. C'est tout. Or, il y a une diversité d'opinions. Qui est des gens qui estiment que Paul Biya n'est pas un bon candidat dans une société pluraliste? Ça ne devrait pas scandaliser. Mais il y a aussi des gens qui estiment que Paul Biya c'est un bon candidat. Non, il n'y en a pas. Vous voyez donc, vous voyez donc, les appels vous voyez donc, Il n'y a aucun individu qui est que monsieur Niemek, non. Il n'y a personne qui est pourtant Oui, nous semble faire montre d'un esprit critique, oui. n'est qu'un inquisiteur. Oui. Ce n'est pas fort. Non, ce n'est pas fort. Ce n'est qu'un inquisiteur. Je dis non, nous ne sommes pas dans une société d'ordre moral. Moi, je n'ai même rien contre les critères que l'Église catholique fixe. Mais je relis catholique attendez. Elle recommande. Même si elle recommande, c'est fixé ça. Non. Mais même si elle indique, elle fixe, monsieur. Puisque c'est une autorité morale. Ah, vous la reconnaissez? Mais qui a dit qu'elle est une autorité morale? On n'a pas dit le contraire. Alors, et vous ne voulez pas qu'il y ait une vous voyez dans le jeu trouble de M. Niemek, toujours l'obstruction. Je dis et je répète que le problème, c'est ce qui a été dit avant. Ça veut dire donc qu'en fait, les prescriptions morales sont biaisées. Puisqu'on les a déjà... Ce que tu dis suppose que si on n'avait pas, si Monseigneur Cléda, l'évêque de Yagua, l'évêque de Gaoundéré, n'avait pas précédemment pris ses positions, la lettre pastorale n'aurait pas été celle-ci. C'est ce que tu me dis. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis seulement que ce qu'ils ont dit au préalable ne peut pas être ignoré. Et je dis aussi, et je répète. Est-ce que ce qu'ils ont dit au préalable a déterminé je dis et je répète que c'est une suite logique. Je dis et je répète que sur le plan moral, quelqu'un ne peut pas prescrire et préconiser ce que lui-même ne fait pas. D'accord. On sort de l'émission maintenant. Je voudrais rappeler. Moi, je cite deux choses. Oui. Ça, c'est le Vatican qui signe, c'est-à-dire le patron de la conférence épiscopale. Considérant que la Constitution de la République du Cameroun établit la laïcité de l'État et garantit la liberté religieuse. Tenant compte de l'importance de l'action de l'Église catholique au Cameroun, ça dit que l'État lui reconnaît même une influence. Sauf que
Nous sommes là dans une situation d'abus d'influence. Au lieu de vous lire, vous n'avez plus lu le comment. Non, je lis ton commentaire. Je lis le texte. Non, je lis d'abord le texte. J'ai écrit les deux considérants qui fondent le statut juridique. Et tu ne lis plus le statut. Et le statut juridique dit que c'est une personnalité. Non, lis, on attend. Je vous dis que j'ai dit je finis ma minute en disant que la constitution du Cameroun établit une nation d'ordre politique. Et je dis même qu'elle consacre, contrairement à ce que vous disiez, la mission des partis politiques. C'est-à-dire que les seules organisations qui ont une mission consacrée par la Constitution dans l'ordre politique dont on parle, ce sont les partis et les formations politiques. D'accord, j'ai capté votre minute. Oui. Donc je voudrais dire ceci, c'est que ce régime est effectivement extrêmement dangereux dans la mesure où effectivement il nous guide toujours dans la voie de la perdition. Le problème au Cameroun aujourd'hui est celui de la nécessité d'un changement fondamental de système. Et dans un cadre comme celui-là, dans tous les pays d'Afrique où j'ai été, les partis politiques jouent un rôle d'arrière-garde et non pas d'avant-garde. Parce que par nature, quand vous voulez changer systématiquement quelque chose, vous avez besoin de vous unir. Or, par nature, les partis politiques divisent. Donc, ce que veut faire le RDPC, c'est créer 300 partis politiques, nous permettre de nous embrouiller complètement. Tout à fait. Parce qu'un pays normal ne peut pas légaliser 300 partis politiques. C'est quand même pas sérieux. Il n'y a pas 300 idéologies politiques ici dehors. Et maintenant, dire que la Constitution donne un rôle sacro-saint à ces partis politiques, oui. Lesquels partis politiques ne sont généralement que des regroupements, vraiment, c'est-à-dire que... Fondamentalement tribal. Mais les petits congrès. C'est ce que dit la Constitution. Hein. Oui, mais non, la Constitution le dit. Mais la Constitution dit beaucoup de mauvaises choses. Oui, mais non, ce que je voudrais préciser, M. Limbi, c'est que le fait que la Constitution dise que les partis politiques concourent ne veut pas dire que toutes les autres personnes ne concourent pas. Voilà, la Constitution n'a pas dit que les partis politiques sont les seuls à concourir. Non, ils n'ont pas dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Donc vous n'allez pas nous imposer les partis politiques comme les seuls acteurs qui ont le droit de participer à la vie politique et sociale d'un pays. D'accord. Et d'ailleurs, je veux vous le dire, que si la société en elle-même, si le citoyen camerounais ne se prend pas en main, s'il n'arrive pas, parce que à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a que 8% des Camerounais qui sont dans des partis politiques, qui sont inscrits d'après les derniers sondages, qui ont des cartes de partis politiques. C'est normal. Bon, donc vous voulez dire que 92% des Camerounais qui ne sont pas dans les partis politiques n'ont pas le droit de participer. Ils ont le droit d'élire. Ils ont le droit d'être l'article. J'ai cité l'article 2 sur la citoyenneté et le vote. Il est secret, 20 ans, vous êtes... En réalité, on te demande la responsabilité. Donc le peuple, en fait, c'est que l'honorable fait... c'est qu'il nous parle de l'article 200, parler du premier article qui dit que le peuple, et le peuple là, ce sont les autres là. J'ai parlé de la souveraineté, c'est moi qui ai cité la souveraineté nationale. Mais oui, elle appartient au peuple, article 2 de ce sujet. Premièrement, elle n'appartient pas aux évêques. Les partis politiques prouvent à suffisance la faible capacité de ceux qui les créent à cerner exactement les problèmes et à produire une orientation. Quand vous avez 400 partis politiques, ça montre très bien que les intérêts sont divergents. Bon. Deuxièmement, il n'est pas question de laisser la vie politique aux seuls partis, qui sont des expressions d'intérêt particuliers.
La Constitution garantit les libertés. La Constitution n'a pas dit que l'association de Ndoumétan ne doit pas réfléchir sur la vie politique parce qu'elle n'est pas un parti politique. Mais il y a des associations. L'association de développement de Ndoumétan peut aller jusqu'à dire qu'il doit être son candidat. C'est ce qui se passe. Et quand l'Église a soutenu le RDPC, vous ne vous êtes pas plaint. Vous venez de faire un film que vous aurez pu diffuser à la CRTV et dans les télévisions et tout le monde le voit. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi de dépenser beaucoup d'argent pour aller le diffuser dans les quartiers, vous-même. Dans ce film-là, un membre de la conférence épiscopale prend position en faveur du régime. Personne. C'est le Koukao. Tu es dangereux. C'est le Koukao. Je vous parle de l'église. On a fini, vraiment. Donnez la minute. Vraiment. Je termine. C'est le jour où mon Seigneur Cléda prend position négatif que tout se bat jusqu'à ce qu'on ait Aïssi Biloa qui est venu ici démontrer que les évêques ne sont pas des citoyens camerounais. Voilà, on a suivi cet épisode. La conférence épiscopale, pas les évêques. Non, s'il vous plaît. Aïssi estime n'est plus là, oui. Il n'est pas là, s'il vous plaît. Le fait d'avoir signé, avoir prêté serment pour une organisation religieuse, fût-elle par la suite un État, fait qu'ils ne sont plus de nationalité camerounaise. D'accord. Le code de la nationalité c'est bon. le disqualifie. Ne parle pas des évêques, pas des Parole à Bléno. Merci. Jean-Jacques Zeu, on voit bien la mobilisation qui est celle du parti au pouvoir pour disqualifier un discours moral. Et tout. Une autorité morale a parlé. Maintenant, les Camerounais sont libres de l'écouter. Il faut d'ailleurs dire qu'il faut que les évêques aggravent leurs propos, c'est-à-dire qu'ils l'assument jusqu'au bout. En dénonçant le blanchiment des détournements. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous avez plus qu'en donnant beaucoup d'argent aux évêques. C'est pas nous. Oui, vous. Vous avez pensé qu'en donnant beaucoup d'argent. Les gens faisaient les évêques ont une occasion en or d'aider le peuple. Les évêques sont des objecteurs de conscience. Ils doivent aller au bout de leur mission. Ils doivent pousser le peuple à comprendre l'arnaque dans laquelle nous sommes plongés et la nasse. D'accord. Voilà. D'accord. En dénonçant ceux qui portent atteinte à la vous envoyez un document. Oui. C'est votre dernière sortie. Tout à l'heure, M. Elimbi Lobé voulait faire croire que la loi qui, selon l'article 6 de la Constitution, fixe le régime de l'élection présidentielle, n'introduisait pas de considération morale. Ce n'est pas vrai. Pour pouvoir jouir de ses droits civiques et politiques, il faut précisément n'avoir pas eu à commettre certains types d'infractions entraînant certains types de condamnations. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. C'est bien dans la loi. Donc, tu vois, on est d'accord. Quelqu'un vous a envoyé un document sur les 10 points à retenir du texte des évêques de France sur la politique. Il date de 2016. Pour dire que même là-bas aussi, les évêques disent un mot là-dessus en politique. Oui, voilà. Mesdames, merci d'avoir regardé ce programme. Non, mais tu as fait comme si c'était que la conférence à 12h sur FOTV. Très bon dimanche et bon.